Bien, ben, on va passer au voyage en Misarchie, hein. Mais ce coup-ci, c'est pas moi qui fais l'introduction. Emmanuel, est-ce que tu es prêt? Oui? Ok, ouais, je pense que tu es tout prêt. Alors, Oui, on a la oui, chance pas comme d'avoir ça. on a la chance d'avoir avec nous une personne qui a participé et au Meetup Holacratie, et je pense qu'il a dû commencer à lire le livre aussi, hein. Et puis, il a aussi un background de coach, enfin, je sais pas comment tu t'es défini, mais d'électron libre ou de coach agile ou de coach organisationnel. Donc il il y a une grosse envie d'apporter ça dans les entreprises. Donc un filtre de lecture de la misarchie qui pourrait intéresser les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc j'ai demandé à Laurent, et il a eu la gentillesse d'accepter, de présenter, de résumer la misarchie telle que lui la voit. Et ensuite, on passera aux questions qui est restées d'hier. Et donc ça, c'est Yael, normalement, qui devrait te les résumer, puisqu'elle a tellement bien fait hier, on garde l'équipe qui gagne. Et puis après, on partira sur, je pense, une demi-heure encore de questions-réponses. Donc les questions dans le chat, comme hier. Et puis on y va, on cuisine Emmanuel. C'est parti. À toi, Laurent. Ça marche. Et écoute, je te remercie mille de me faire cet honneur et de me donner l'occasion d'exercer mon esprit de synthèse. Je crains que ce soit dès le départ un peu compromis parce que donc effectivement j'ai assisté au Meetup Holacratie et à l'entretien d'hier et j'ai fini le bouquin. Ici, absolument, je suis arrivé jusqu'au bout. Euh, J'en suis arrivé bien entendu changé. Et mais là, je ne peux que regretter que tu m'aies pas prévenu, parce que j'aurais mieux pris des notes. Donc ça risque de peut-être d'aller piocher des choses en vrac plus que réellement opérer une synthèse. Puis je vais essayer aussi peut-être de tisser quelques liens. Alors, on avait un certain nombre de questions qu'effectivement Yael pourra rappeler tout à l'heure, hein, qui tournaient autour des notions de liberté, d'égalité. Donc la misarchie. Si on devait la définir, on commencerait par dire que c'est un système politique qui se caractérise par une forte méfiance vis-à-vis de toutes les formes de pouvoir et de domination. Alors, toutes les formes, certes, mais en donnant une priorité aux dominations qui sont particulièrement intenses et durables. Enfin, c'est ça qui est intéressant et on a eu déjà un certain nombre d'échanges hier qui questionnaient un peu cette notion et c'est tout à fait légitime. Et donc l'idée, c'est d'adopter un curseur où donc ce pouvoir qui s'oppose en particulier à deux valeurs fondamentales que sont la liberté et l'égalité, euh, et qui d'une certaine manière en constitue la négation. Plus il y a de pouvoir pour certains, surtout pour un petit nombre, moins il y a de liberté pour les autres. Ça paraît évident. C'est une deuxième détente de la même démonstration qui consiste à dire que du coup, il y a aussi moins d'égalité. Et donc, on va s'appuyer on va faire appel au droit euh, pour venir se, pour venir s'opposer à cette concentration des pouvoirs. Alors voilà. Après, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on met le curseur et notamment euh, comment on fait pour admettre que certains pouvoirs parfois peuvent être bénéfiques s'ils nous permettent localement de se sentir en confiance, par exemple, pour innover, pour entreprendre. Et donc, l'un des thèmes du livre, c'est notamment la façon dont la mise archive préserve malgré tout la capacité à entreprendre. Alors voilà, on a commencé hier par questionner un petit peu le début du livre. Alors sans rien révéler, on va dire juste que ça constitue une sorte d'invitation à méditer sur le fait que la tolérance et la capacité à accueillir la diversité dans la société, elle commence en fait par l'exercice qui consiste à tolérer ce qui est pas forcément facile à tolérer. Euh, c'est c'est- c'est facile de tolérer des choses consensuelles, et du coup, ça va être d'autant plus difficile de tolérer des choses qui le sont moins. Et pourtant, il faut bien admettre que la liberté qu'on laisse aux autres, c'est aussi celle de pouvoir faire des choses qui nous plaisent pas. Euh, qu'est-ce que j'ai retenu d'autre. Bon, il y avait plein de choses intéressantes, voilà, qui s'articulent autour justement de cette notion de ce qui nous déplaît et donc d'une forme de réflexion autour de la différence.
Euh, il y avait un questionnement intéressant sur le fait que est-ce que la misarchie se résume à l'organisation en micro-sociétés. Alors voilà, quand on commence à réfléchir à ça, on peut parler de communauté, mais il faut faire attention aussi à ce que quand des inégalités s'installent de manière durable, elles ne mènent pas au racisme, qui est aussi une forme de pouvoir et de domination. Voilà, il y a un certain nombre de choses. J'ai bien aimé une intervention qu'a fait Emmanuel sur le par quoi on commence pour aller vers la misarchie. Et cette idée que les premières étapes concrètes qui peuvent être le début de ça, c'est la reconnaissance par des personnes que ça intéresse de l'émergence à petite échelle de nouvelles formes d'organisation et que en se reconnaissant entre elles comme étant des prémices de la misarchie et en cherchant à s'épauler mutuellement, on va peut-être aboutir à quelque chose qui va plus faire système. J'ai juste en donné pour finir une illustration. Donc on a eu hier des discussions sur les rémunérations. Je trouve intéressantes et elles faisaient bien entendu écho à des choses qu'on a pu lire dans le bouquin sur notamment la limitation de ces écarts entre rémunération au sein des entreprises qu'on peut constater au quotidien, enfin quand on apprend que voilà, entre les employés et les patrons, il peut y avoir des écarts de l'ordre de 1 à 100 ou beaucoup plus. Euh, ça, c'est évidemment quelque chose qui nous fait réfléchir. Et je vous avoue que je suis à la fois tenté de poursuivre cette discussion-là et de m'intéresser aujourd'hui aussi à l'éducation populaire, sujet dont j'avais pas forcément complètement bien vu le lien avec la misarchie. Je suis allé faire deux trois petites recherches et je vais en terminer par ça. Quelqu'un auquel j'avais déjà commencé à m'intéresser, mais là pour le coup je n'ai pas lu le bouquin jusqu'au bout, c'est Paulo Freire hein, qui résumait une idée sur l'éducation populaire de la manière suivante. Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque tout seul non plus. Euh, L'éducation populaire, c'est l'idée que les gens s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Je trouve cette phrase assez magnifique et que finalement, en tout cas, elle établit un lien entre l'éducation populaire et l'autogestion. Voilà, moi, en tout cas, ça a aussi éveillé ma curiosité aujourd'hui et donc du coup, il va falloir que je fasse un choix et que je suive mes pieds. Mais ça, c'est tout le mal que je souhaite à tout le monde ici. Merci beaucoup pour ce souhait. Est-ce qu'avant de commencer les questions, Emmanuel, est-ce que tu veux bien prendre le temps de te présenter pour ceux qui n'étaient pas là hier? Et puis ensuite, Yael, tu prends la suite pour les questions? C'est bon? Alors poursuivre ce que vient de dire Laurent, merci, hein, c'était chouette. Je suis à la fois professeur de droit dans l'institution la plus traditionnelle de l'enseignement pyramidal et l'université, et j'ai aussi été cofondateur d'une université populaire à Lyon, qui fait que je suis parfaitement conscient des insuffisances, thème dans lequel j'exerce mon métier. Et des multiplicités de formes d'éducation et d'éducation mutuelle qui doivent et peuvent exister en dehors. Donc voilà, donc ça donne à la fois mon métier et une réponse. Et on a assez peu parlé d'ailleurs du système d'éducation que j'imagine en misarchie, mais ça peut être aussi un des objets de la discussion. Sinon, oui, bon, sinon, bah ouais, je vais pas refaire. Il y a ce que j'ai dit un peu hier. Je suis prof de droit, j'ai participé à pas mal de trucs. Je fais du droit du travail, en droit du travail, que les choses soient claires. Je suis un peu plus proche des syndicats que des organisations patronales, hein, voilà. J'ai écrit des tas de trucs de temps et juridiques. Et puis j'ai aussi écrit le bouquin dont on est en train de parler et, et dont on discute. Voilà, ça suffit, hein, c'est pas la peine. Et je suis très content d'être ici, de rencontrer des tas de gens que je connaissais pas. Mm. Avec des métiers encore un peu différents, quoi. Ok. Yael, à toi. Cuisinons-le. Alors, donc, si je reprends les questions d'hier qui sont restées en suspens, donc il restait toutes les questions qui étaient en rapport avec la gestion du capital, la gestion des finances.
Donc je fais comme hier, je te les donne toutes parce que tu as une mémoire de fou. Et puis tu répondras au fur et à mesure. Euh, donc il y a quelqu'un qui voulait savoir, est-il possible d'en savoir plus sur le système financier et son fonctionnement? Donc ça c'est très global. Il y a quelqu'un qui a une question beaucoup plus précise qui voulait savoir, est-ce que tu avais eu l'idée d'une monnaie décentralisée telle que le Bitcoin? Je sais pas si, enfin moi ça me parle pas plus que ça, mais ensuite il y a quelqu'un qui posait une question très précise sur comment on traite les successions et l'héritage en termes de capital. L'avant-dernière question, c'est comment aller plus loin. Donc, la personne a mis une introduction. La réduction des écarts de salaire au sein d'une même entreprise est une excellente idée et bien démontrée dans ton livre. Mais ce qui n'est pas clair, c'est comment aller plus loin vers une société qui rémunère le travail en fonction de la valeur réelle, c'est-à-dire, par exemple, mieux payer les enseignants, les soignants. Et finalement, c'est vrai que c'est extrêmement d'actualité et on voit que les gens qui sont en frontal aujourd'hui pendant cette période de quarantaine sont finalement des gens qui ont une haute valeur sociale, mais qui sont les moins rémunérés. Et enfin, que pensez-vous du salaire à vie lié à la personne et non à son emploi? Voilà. Bon, ça fait des tas de trucs. Oui, et tu as 20 minutes. Et j'ai 20 minutes par question. J'ai 20 minutes par question, naturellement. Donc on en a pour oui, en moins d'une heure et demie, je devrais pouvoir. Comment je peux faire pour faire vite? Alors, monnaie décentralisée Bitcoin, je suis absolument contre. Il y a un gadget technologique qui fait plaisir. Mais pour moi, c'est un gadget technologique extrêmement dangereux. Je suis favorable à la possibilité d'une transparence absolue des transactions financières. C'est l'antithèse du Bitcoin. Le Bitcoin permet une absence de transparence complète des transactions financières. Donc, autant je suis favorable à un cryptage complet de tout ce qui concerne la vie privée, cryptage complet des emails. Je suis même pour une disparition des cartes d'identité. Je suis pour vraiment aller aussi loin que possible dans le maintien des sphères privées et masquées, mais pas l'argent. Parce que l'argent, c'est très dangereux. C'est un très puissant moyen du pouvoir. Et donc, avoir un très puissant moyen du pouvoir secret est absolument dangereux. Alors évidemment, il ne faut pas que tout le monde ait accès aux transactions financières de tout le monde, sinon il n'y a plus de vie privée. Donc il convient de faire très attention, puisque la transparence financière, c'est une transparence, et comme toute masse d'informations collectées, elle contient des dangers despotiques évidents. Donc il faut faire très très attention. Donc après, comment est-ce que ce pouvoir, qui est le pouvoir lié à la connaissance des flux financiers, est régulé? C'est une question très importante, parce que cette connaissance des flux financiers est un pouvoir qui lui-même doit être régulier. Mais je pense que la connaissance des flux financiers est un moyen de lutte contre le pouvoir absolument inévitable. Donc il faut qu'il y ait, un, cette connaissance, et deux, de très nombreux garde-fous pour encadrer le pouvoir de ceux à qui on accorde cette connaissance. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire disparaître cette connaissance. Et le Bitcoin est une manière de faire disparaître cette connaissance-là. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser le Bitcoin, c'est plus compliqué que ça, les blockchains, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il me semble que la monnaie, ça c'est le deuxième point, est quelque chose qui relève de l'intérêt commun, de l'intérêt public, et que la gestion de la monnaie, et notamment de la quantité de monnaie en circulation, est une question hautement politique. Est-ce qu'on va augmenter la masse monétaire ou pas? Est-ce qu'on va avoir une politique monétaire? Si oui, laquelle? Est-ce qu'on va faire de l'hélicoptère money comme aujourd'hui ou est-ce qu'on va pas en faire? C'est une question très profondément politique. Et donc, comme toute question profondément politique, elle n'est pas réservée à des moyens techniques comme un ordinateur, des bitcoins ou des machins comme ça. C'est une décision politique qui doit être prise de la manière la plus démocratique possible, avec des tirés au sort, des élus, de la discussion, des débats. Et donc, en clair, il me semble qu'en Misarchie, il y a un district qui est chargé de la gestion de la monnaie, et ce district doit être très démocratisé, et il doit être très surveillé, et c'est pour ça, ce qui m'amène directement au système financier, c'est pour ça
qu'il y a une espèce de banque centrale. C'est-à-dire qu'on a une monnaie principale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites monnaies accessoires qui sont des monnaies très fondantes, mais il y a une monnaie principale dans tout parce que c'est plus pratique que d'en avoir 5 change. On a une monnaie principale, donc un district qui gère la monnaie, qui est un district démocratique avec des élus, des tirés au sort et tout ça. Et ce qui nous fait donc une seule banque centrale. Attention, monolithe. Monolithe, danger de tyrannie, danger de pouvoir, danger de problème. Donc, il faut tout de suite, dès qu'on a créé un monolithe, faire très attention, est-ce qu'on n'a pas créé un nouveau monstre? Et le mode de fonctionnement de la banque doit être à la fois avec ce monolithe qui décide de la politique monétaire et une très grande pluralité d'acteurs susceptibles de prendre des décisions de type « je prête de l'argent ». Actuellement, la pluralité des banques présente un intérêt très important, c'est que vous pouvez vous faire refuser par la banque 1, vous allez voir la banque 2. Et si vous êtes refusé par la banque 2, vous allez voir la banque 3, vous cherchez un crédit, vous pouvez naviguer d'un côté à l'autre. Et ça, c'est très important puisque les conceptions d'un lieu à l'autre vont être différentes et donc vous devez avoir une pluralité d'interlocuteurs pour essayer de faire financer un projet. Et donc, en l'occurrence, on a une multitude en réalité de banquiers ayant le pouvoir de prêter l'argent de la banque centrale, qui n'est pas leur argent. C'est la grosse différence par rapport aux banques aujourd'hui. Les banques aujourd'hui prêtent leur argent. Là, on a des personnes qui ont une fonction de banquier, donc une fonction de prêteur, mais l'argent qu'ils prêtent n'est pas le leur, ce qui permet d'ailleurs d'organiser un mode de rémunération, je me retourne encore vers Yael, de ces banquiers, en fonction du taux de remboursement, en fonction des risques qui sont pris, en fonction des éventuels taux d'intérêt pour les prêts à risque, en fonction de... Bref, on va travailler ça. Comment est-ce qu'ils sont rémunérés? Mais si on travaille bien cette rémunération des banquiers, on ouvre ou on ferme le robinet du crédit. Et moi, il me faut un robinet du crédit qui soit relativement ouvert, parce que je vous rappelle que par ailleurs, j'ai supprimé le capitalisme. Et donc, il convient qu'on puisse se financer, pas trop difficilement. Tout le pognon qui est actuellement mis par le capitalisme dans les entreprises, il faut qu'on puisse le récupérer dans le système bancaire. Le fait que les banquiers ne prêtent pas leur argent est de ce point de vue-là quelque chose qui, en jouant sur les critères de leur rémunération, peut permettre d'arriver à quelque chose qui n'est pas délirant, évidemment, qu'on ne fasse pas de l'hélicoptère manie tout le temps créatrice d'inflation, mais qui soit, sans être délirant, suffisamment ouvert. Donc là, il y a une question de dosage, c'est une question de dosage très politique, très importante, qui relève de décisions démocratiques, etc., etc. Mais donc, je maintiens comme ça une forme de très grande pluralité, et j'ai imaginé aussi des banquiers qui faisaient ça, qui n'étaient pas des banquiers à plein temps. Parce que ça peut être banquier à plein temps, ça peut construire une certaine, comme tous les métiers d'ailleurs, tous les métiers finissent par vous modeler, vous voyez ce que je veux dire. Et cette façon de se modeler est quelque chose de dangereux. C'est vrai aussi pour les profs, dont je suis, qui se finissent par prendre des espèces de tics imbéciles, mais tous les métiers prennent leurs tics imbéciles. Et banquiers aussi. Et donc, on peut avoir une pluriactivité, et en partie, on est en partie du temps banquier, c'est pas mal, et on a une petite rémunération complémentaire en fonction de la qualité des emprunts qu'on réalise, et ça crée aussi une assez grande multitude d'interlocuteurs qui permet aussi de simplifier le financement. Voilà, de façon très grossière, comment est-ce que j'organise aussi le système financier. Succession, héritage, le principe, c'est pas de succession, pas d'héritage. Voilà, il me semble que les enfants de riches bénéficient déjà en moyenne d'un capital culturel supérieur aux enfants de pauvres. Si en plus on leur file un capital au sens monétaire supérieur, ça va quoi, ça commence à être déséquilibrant. Maintenant, il y a quelque chose qui est évidemment psychologiquement essentiel, c'est qu'on a tous en tête, c'est que personne ne veut être spolié de l'ensemble de ses biens lorsque la mort s'approche et qu'on a mis tous ses sous pour enfin acquérir une maison, un machin, mettre des sous de côté. Et puis à ce moment-là, il y aurait une espèce de grande entité abstraite, que ce soit l'État ou un grand district collecteur, ça va être pareil,
qui vient tout vous piquer et vous pouvez rien filer à vos enfants, c'est hyper énervant. On n'a pas du tout envie de ça. Alors, la solution, en fait, consiste à avoir une propriété fondante. En fait, tout est lié. C'est pour ça aussi que je fais un système qui est total. Vous voyez ce que je veux dire, qui concerne un peu tout. Il faut avoir une propriété fondante qui fasse en sorte que les accumulations de biens soient organisées d'une telle manière que lorsque la mort survient, en réalité, vous n'avez plus rien à transmettre à vos enfants. Donc, vous n'êtes spolié de rien. Alors, mais il ne s'agit pas non plus de finir dans un tonneau à quémander un petit sou, évidemment. En plus, plus l'âge vient, plus on a des besoins de confort liés. Bon, bref, c'est pas mal que les gens aient des moyens matériels importants à un certain âge. Mais il convient de faire en sorte que la plupart des droits que l'on a soient des droits viagers pour les immeubles. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais propriétaire que de droits viagers pour les immeubles. Après, techniquement, je pourrais expliquer comment ça marche, mais ça me prendrait trop de temps. Enfin, sauf si vous me posez des questions, je ne vais pas le faire. Voilà. Mais il y a une façon d'évaluer les biens en fonction de la durée de vie qui fait qu'un bien acheté par quelqu'un qui a une faible durée de vie ne vaut plus très cher. Et donc, du coup, si vous vivez vieux, eh bien, la valeur de ce bien a diminué logiquement avec la diminution de votre espérance de vie. Et ce qui fait que lorsque vous mourrez, vos enfants n'obtiennent rien, mais vous n'aviez plus rien d'ailleurs, puisque vous aviez un droit viager. C'est un peu comme l'usufruit aujourd'hui, vous savez. Si à votre usufruit le droit s'éteint, les héritiers, il n'y a pas de spoliation du fait que les héritiers ne récupèrent pas un usufruit. Dès le départ, l'usufruit, c'était prévu comme un droit qui s'arrête à cause de mort. Vous avez vu les golden shares, donc on a vu hier la propriété des entreprises. C'est une propriété fondante qui fait que progressivement, l'entrepreneur cède sa propriété à ses salariés. Et ce qui fait que, très clair, et que cette propriété, d'ailleurs, n'est qu'une propriété qui est accordée aux travailleurs. Donc, par définition, si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous n'allez pas la léguer à vos enfants, sauf évidemment si vos enfants sont eux-mêmes des travailleurs de l'entreprise, et donc ils auront eux-mêmes acquis un certain nombre de parts au cours de leur travail. Mais il n'y a pas de propriété d'entreprise qui soit susceptible d'être léguée. Mais c'est pas une spoliation, c'est que la propriété d'entreprise a été construite d'une telle manière que, en fait, il n'y a rien à transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que quand vous regardez les principaux éléments qui font les fortunes aujourd'hui, à savoir les actions, donc les propriétés d'entreprise, les biens immobiliers, en fait, vous apercevez que tous ces biens-là ne sont d'ores et déjà plus présents au moment du décès et qu'à partir de ce moment-là, la disparition de l'héritage se fait par évolution du concept de propriété beaucoup plus que par spoliation au moment de la mort. Bon, il faudrait rentrer un peu plus dans les détails. Alors, je réduis les écarts entre rémunération, mais comment faire pour que la valeur réelle du travail soit rémunérée à hauteur de cette valeur réelle? Eh bien, la réponse est je pense qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas mettre un système qui rémunère à la valeur réelle les travaux qui sont exécutés. Parce que ce système-là suppose un évaluateur de la valeur du travail, un grand évaluateur qui vient dire, par exemple, un travail d'infirmier vaut en réalité 2 fois plus qu'un, je sais pas moi, qu'un travail de caissier de supermarché. Ah bon? Ça se discute. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, et surtout, la puissance de ce grand évaluateur déclamant des vérités sur la valeur du travail me fait atrocement peur. Et donc, je préfère limiter le niveau possible d'injustice et sinon laisser faire. Ce qui maintiendra de l'injustice, évidemment, parce que si on laisse faire, eh bien, le résultat, c'est que vous aurez des tas de choses qui ne valent pas grand-chose en vérité, mais qui peuvent valoir beaucoup sur un marché parce qu'elles sont rares.
et on va payer très cher telle ou telle compétence qui, objectivement, vaut pas mieux que telle ou telle autre compétence. On va la payer plus juste parce qu'il y a moins de personnes qui l'ont et que du coup, on va laisser le truc aux enchères. C'est le marché en quelque sorte. Alors le marché ne régule rien. Je ne suis pas de ceux qui croient que le marché est régulateur. Le marché, c'est un chaos, mais je préfère souvent un relatif chaos à une pyramide autoritaire. Donc en fait, le marché, il ne régule rien, ce qui fait que de temps en temps, il faudra bien réguler. Parce que si on laisse faire le marché, on sait très bien ce que ça produit, à savoir de temps en temps, ça produit des trucs monstrueux. Le marché produit des monstres. Donc il faudra évidemment intervenir pour empêcher la construction de monstres par le marché. Bon, c'est par exemple, c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut limiter les écarts de rémunération. Parce que sinon, ça produit ces espèces de monstres qui sont des écarts de rémunération monstrueux. Donc on va intervenir pour limiter la monstruosité des effets potentiels du marché. Mais une fois que c'est fait, je suis favorable au laisser-faire, en quelque sorte, qui va laisser filer des injustices, parce que voilà, c'est comme ça, mais je préfère une part d'injustice à une part de tyrannie, en quelque sorte. Et donc, laisser une part de l'injustice est indispensable à la non-création d'un despotisme. C'est pour ça d'ailleurs que mon système est imparfait. Je ne veux pas un système parfait. Le système parfait est toujours un système totalitaire. Et donc là, on va avoir des imperfections. On va dire, mais c'est dégueulasse, qui gagne plus que l'autre, lui, parce que ça vaut pas plus. Oui, c'est dégueulasse. Il y aura des trucs dégueulasses, mais on n'aura pas de despote. Et je préfère ça. Pourvu que le caractère dégueulasse soit limité et pas trop excessif, parce qu'il y a un moment auquel on est bien obligé de dire stop, ça, c'est pas possible, quoi. D'où mes écarts de rémunération. Et d'où d'autres garde-fous qui seront mis. Mais il ne faut pas non plus, c'est comme mon histoire que j'avais racontée la dernière fois, faut-il prohiber l'inégalité de la répartition des tâches dans le repassage des chemises? Moralement, oui. Juridiquement, non, parce que sinon, on va être obligé de mettre des flics à un endroit où on ne veut pas avoir de flics. Salaire à vie, je suis contre. Alors, il y a plusieurs théories. Alors, en fait, elle a été formulée, cette question, elle a été formulée à la manière de Friot. Alors, c'est presque une interrogation du genre, que pensez-vous du thème qui est prôné par mon collègue Bernard Friot de l'Université de Nanterre, que par ailleurs je connais et avec lequel j'ai souvent débattu. Eh bien, c'est pas pareil que voilà, je suis pas d'accord. Voilà, mon système n'est pas le sien et je suis pas d'accord avec lui. Très profondément pas d'accord. Ce sont deux systèmes qui visent à sortir du capitalisme, donc ça nous fait un objectif commun, on a des ennemis communs en quelque sorte, mais ça suffit pas d'avoir des ennemis communs pour être d'accord, vous savez, c'est plus compliqué la vie. Alors je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour plusieurs raisons. Bon, après le système de Friot, pour moi, il insiste beaucoup sur une certaine égalité, mais la liberté n'est pas une valeur fondamentale chez Bernard Friot. Comment dire, je vais vous le faire encore plus simple. Il est communiste. Je suis pas communiste, voilà. Il appartient au Parti communiste, hein, Friot, et il est pour. D'ailleurs, il veut que tout soit mis en commun au départ. C'est pas du tout mon avis. J'ai très peur des entités qui avalent tout comme ça. Mais qui va diriger l'entité qui avale tout? Et cette façon de collecter tous les revenus pour ensuite qu'il y ait un grand distributeur qui vient ensuite donner à manger à tout le monde, ça rappelle des formes de totalitarisme. Ensuite, Bernard Friot, il classe les personnes en A, B, C, D. Vous avez 4 niveaux. Vous êtes un A, ou alors vous êtes un B, ou alors vous êtes un C, vous êtes un D. Voilà. Vous êtes qui, vous? Bonjour, Emmanuel Dockès, je suis A, B. Enfin, mais comment est-ce qu'on peut classer les gens en 4 catégories, 5 catégories? Et c'est en fonction de leurs compétences. Donc on passe un concours, et puis ensuite, vous devenez un A. Enfin, c'est affreux. L'humanité, c'est la diversité, c'est la multiplicité.
Je vous refuse d'être un A, un B, un C ou un D. Je voudrais être quelque chose d'un peu plus compliqué, s'il vous plaît, et d'un peu plus diversifié. Et alors ensuite, il y a la problématique qui est plus large. Alors là j'ai parlé pour Bernard Friot, mais il y a la problématique qui est plus large, qui est celle des très nombreuses formes de revenus universels. Alors chez Bernard Friot, c'est le salaire à vie, c'est-à-dire qu'on donne un salaire en fonction du fait que vous êtes classé A, B ou C ou D, en fonction des concours que vous avez passés. Bon, je trouve ça un peu affreux. Mais au-delà, je suis contre le revenu universel. Je suis pas, voilà, je suis un gars de gauche, anticapitaliste, machin, mais toutes les idées de gauche anticapitalistes ne sont pas les miennes. Hein. Chacun son avis, voilà. Et en ce qui me concerne, je suis contre le revenu universel. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une question assez importante. Alors, l'idée de gagner des sous automatiquement a quelque chose d'extraordinairement libérateur. Parce qu'on se dit, je vais gagner des sous et donc je vais être libéré de tout ce qui nous soumet dans le monde du travail traditionnel, une obligation de travailler, une obligation d'obéir à un patron, une obligation de... Et donc il y a un aspect libérateur. Genre on me donne des sous sans que j'ai rien à donner en échange, et donc sans contrepartie, et donc comment dire, après je ferai ce que je veux de ma vie. Et donc il y a cet aspect-là qui est le côté attirant, si vous voulez, des logiques du revenu universel. Mais si on creuse, on s'aperçoit que ça construit une société qui est une société brutalement inégalitaire. Et je vous explique comment et pourquoi. D'abord, première remarque, lorsque vous achetez un bien, alors, parce que les gens qui veulent un revenu universel, parfois ils sont aussi pour la disparition de l'argent et pour la disparition du consumérisme. Et alors, il faut être un petit peu logique, le revenu universel, c'est des sous. Et des sous, c'est pour acheter des trucs. Hein. Donc on n'a pas supprimé l'argent et on n'a pas supprimé le consumérisme en faisant un revenu universel. Donc les gens, ils y vont, ils achètent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils payent avec ça? Cet argent, il sert à payer quoi? Eh bien, comme d'habitude, il rémunère plusieurs choses. Il rémunère donc des matières premières, du travail et le capital qui a été utilisé pour fabriquer les choses en question. Donc ça rémunère, si on dit que les matières premières, c'est aussi du travail, puisqu'il faut les extraire, etc., ça rémunère grosso modo du travail et du capital. Quand vous achetez une plaquette de beurre, vous payez du travail et du capital. Bon. Alors, si vous ne rémunérez plus le travail en le rémunérant directement, toute la rémunération devient du capital. Alors vous rémunérez, il y aura une partie du prix qui sera captée par des systèmes d'impôt, et puis il y a une autre partie du prix qui sera captée par le capital. Donc on continue à rémunérer le capital et on arrête de rémunérer le travail, ou beaucoup moins, puisque ça devient l'essentiel de la somme est récupéré par l'impôt qui est ensuite redistribué d'une façon équilibrée. Bon, pour faire simple, moi je suis plutôt contre la rémunération du capital et favorable à la rémunération du travail. Donc je suis favorable à ce que la somme parte en partie en impôt, mais que la rémunération du travail ne soit pas quelque chose qui disparaisse. Dans les systèmes, ou qui soit diminué, trop. Donc dans les systèmes de revenus universels, d'accord, on a une partie de la vous avez une base de revenus pour tout le monde, d'accord, et puis vous avez quand même de la rémunération du travail qui est maintenue au-delà du revenu universel. Là, on est sorti du système de Friot. Hein. Dans le système de Friot, il n'y a pas de supplément. Mais déjà, cette suppression du supplément est une horreur parce que moi, je pense qu'il faut rémunérer le travail. Et donc, dans le système de Friot, on ne rémunère plus le travail. Donc, c'est moche. Je pense qu'il faut rémunérer le travail. Ensuite, qu'advient-il de cette rémunération supplémentaire pour ceux qui travaillent dans un système de revenus universel plus traditionnel? Alors, vous aurez deux catégories de la population. Vous aurez une catégorie de la population qui se contente du revenu universel. Bon, ça leur suffit, ils vivent pas richement, mais du coup, ils peuvent jouer de la guitare, s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur potager, et ça va bien, et ça leur suffit. Et ils vivent une vie qui leur plaît parce qu'on a un revenu universel qui est pas trop dégueulasse, qui est relativement élevé.
Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui veulent un peu plus de pognon, qui voudraient s'acheter une piscine ou je sais pas quoi, et qui travaillent pour avoir ce supplément de rémunération. Bon. Ces deux catégories de la population existent, et ces deux catégories se répartissent le pouvoir économique. Et pour être plus précis, tout le pouvoir économique est entre les mains de ceux qui travaillent. Ceux qui vivent du revenu universel, ils peuvent faire grève tant qu'ils veulent, il n'y a pas de grève possible pour eux. Ils n'ont aucun des leviers du pouvoir économique. Et tous les leviers du pouvoir économique sont entre les mains de ceux qui travaillent d'une façon ou d'une autre. Alors, vous avez deux catégories de la population. Une qui a le pouvoir et l'autre qui l'a pas. Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que ceux qui ont le pouvoir vont être gentils avec ceux qui n'ont pas le pouvoir? Eh bien, j'y crois pas une seule seconde. Ceux qui ont le pouvoir vont s'en servir pour écrabouiller ceux qui n'ont pas le pouvoir. Ça a toujours fonctionné comme ça. Si on veut un système égalitaire, il faut partager le pouvoir. Donc, si on a un système de revenu universel, ce qui va se passer, c'est qu'au début, on sera peut-être généreux, on fera un bon niveau de revenu universel, et puis très vite, ceux qui ont le pouvoir économique diront « Ah ouais, non, mais franchement, c'est feignant, ils foutent rien, on les engraisse. Et si on baissait de 10% leur revenu, il serait déjà bien de 20%. » Donc, en tendance, ceux qui vivent du revenu universel vont être mis dans la misère. Et c'est aussi pour des raisons réflexes conditionnés, de psychologie de l'être humain, qu'on pas ça. Et donc on va les mettre dans la misère, et ceux qui auront le pouvoir économique prendront la richesse. À la limite, même on mettra des barbelés entre les deux, et comme ça il n'y aura plus de problème. On laissera crever ceux qui sont revenus universels d'un côté, ils auront toujours une guitare, et puis pendant ce temps-là, les autres vivront de plus en plus richement, etc. Donc en fait, on crée une césure terrible entre ceux qui ont le pouvoir économique et qui auront tendance à en abuser, et ceux qui ne l'ont pas et qui auront tendance à être dominés. C'est pas la société que je veux. En plus, il y a une espèce d'absence de partage. Les tâches du temps libre sont des tâches très importantes. C'est le militantisme, c'est le soin des enfants, c'est la vie sociale, c'est la vie culturelle. Les tâches du temps libre sont cruciales. Et alors là, on voudrait concentrer le travail sur les uns et donner tout le temps libre aux autres. C'est dégueulasse. Donc c'est dégueulasse des deux côtés. Vous donnez tout le pognon et tout le pouvoir économique aux uns, et de l'autre côté, vous filez tout le temps libre aux autres. C'est dégueulasse, c'est pas possible. Moi, je veux une société égalitaire. Donc, on partage le temps de travail et on partage le temps libre. Et on partage massivement le temps de travail, comme ça, on a réglé le problème du chômage. Et on partage massivement le temps libre, et comme ça nous permet d'avoir une démocratie beaucoup plus aboutie, d'avoir une culture beaucoup plus aboutie, d'avoir plein de choses beaucoup plus abouties. Je suis plutôt du genre partageur que du genre accumulateur sur les uns et privation des autres. Le système de revenu universel est un système d'accumulation d'un côté et d'accumulation de l'autre, et ça produit une césure sociale très très grave. Je suis contre. Je suis pour le partage du temps de travail et pour le partage du temps libre. Et je pense que c'est très faisable. Il y a un côté, les gens désespérés par le chômage se disent tant pis, faisons un revenu universel. Mais c'est pas du tout une fatalité le chômage. Partageons le temps de travail, supprimons le chômage, et à ce moment-là, on considérera comme logique que tout le monde bosse un peu aussi pour gagner son salaire. Sans compter la dignité. Quand vous recevez de l'argent sans contrepartie, vous êtes toujours dans une situation de faiblesse. Quand vous recevez de l'argent en contrepartie d'un travail, vous êtes toujours dans une situation de dignité et de revendication et d'énervement parce que vous n'êtes pas assez payé, et donc dans une dynamique égalitaire. Alors que celui qui reçoit sans contrepartie visible se retrouve en position d'assistanat avec toutes les humiliations qui vont avec. Une société meilleure est une société qui arrive à se passer entièrement de l'assistanat, qui arrive à se passer entièrement des revenus accordés sans contrepartie. Alors évidemment, on n'y arrive jamais totalement. Il va bien falloir filer quelque chose aux personnes qui sont empêchées de travailler, filer quelque chose aux plus vieux, filer quelque chose pour... Bon, bien sûr qu'on aura quelques revenus de substitution, on est bien obligé, parce qu'on va laisser mourir personne, parce qu'on est des humanistes. Mais ces revenus de substitution doivent être vraiment l'exception et pas une espèce de mise à l'écart de tout un pan de la société. Justement, et j'ai fait ma liste de questions. Une question sur la retraite. Il y a quelqu'un qui posait une question sur la retraite, et donc comme tu parles des revenus de substitution, ça fait une bonne transition. Et sur la retraite, qui demandait si tu pouvais clarifier le mode. Alors attends, je reprends juste la question. Être un peu plus précis sur la manière dont sont définies les rémunérations en misarchie.
Alors, je peux pas être aussi. D'abord, j'ai même pas suivi l'atelier sur la rémunération parce que j'étais en train, pour l'essentiel, de mater l'atelier. Je me dénonce sur le village écolo. Et alors, mes excuses à Yael tout particulièrement. Et donc, comment est-ce qu'on fait des systèmes de rémunération? Je suis très très Euh, déçue, Emmanuel. je suis moi-même tellement déçu aussi, tout pareil, tout pareil. Je suis allé mettre mon nez un tout petit peu dans l'atelier rémunération. Alors, j'ai vu que c'était soit on le regardait en entier, soit on le regardait pas. C'était vraiment trop compliqué. Et du coup, comme je ne regardais pas en entier, j'ai zappé assez vite. Euh, le, en tout cas, il me semble évident pour le système de rémunération qu'il n'existe pas de système de rémunération vrai. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire, dans une entreprise, le bon système de rémunération, c'est ça. Je pense qu'il n'existe pas. Je pense qu'un bon système de rémunération doit mélanger des choses qui sont contraires. Mais c'est toujours quand on fait une règle, c'est toujours la même chose. On a toujours des choses qui sont contraires, qu'il convient d'essayer de mélanger et entre lesquelles on fait des compromis. Dans un système de rémunération, il y a tous les éléments qui relèvent de la justice sont mélangés. Parce que, alors, il y a à chacun selon ses besoins. Et oui, on va quand même essayer de regarder que tout le monde est suffisamment dans la rémunération, que personne ne se retrouve à la rue, dans une situation de misère. Il faut quand même, c'est ce qu'on disait, il y a la tendance à aller tout le monde vers 4 SMIC ou 2 SMIC. Donc il faut qu'il y ait quand même une espèce de sécurité qui soit assurée à tout le monde. Et donc il y a un lien avec les besoins. Mais il y a aussi un lien avec les mérites. Il y a un moment où la personne qui apporte énormément à l'entreprise par ses innovations ou par même ses capacités de vendeur ou je sais pas quoi, elle apporte énormément à l'entreprise, vous lui donnez un peu plus, il faut être un peu logique, quoi. Hein, c'est pas du vol. Quelqu'un qui est vraiment très utile et un peu plus que les autres, alors à chacun selon ses mérites aussi. Et puis aussi, vous allez voir que tous les principes de la justice vont se percuter. Et entre tous ces principes de la justice, il va falloir essayer de faire des compromis. Et ces compromis-là doivent être débattus, et comme d'habitude, de façon, si possible, assez démocratique. Alors, par exemple, moi, je connais des entreprises dans lesquelles une part de la masse salariale, une part, pas tout, hein, une part de la masse salariale est transmise à un comité tiré au sort, et ce comité tiré au sort répartit cette part de masse salariale selon les critères qu'il définit et qu'il dit. Voilà, il dit, voilà, cette part de masse salariale, nous, on a décidé de l'accorder selon tel et tel critère. Et ils sont tirés au sort, ils répartissent cette part-là. Et puis l'année d'après, eh bien, on refait un tirage au sort. Ils reprennent, je sais pas moi, les 20% de la masse salariale, ils les répartissent et ils font leurs critères. Et c'est pas les mêmes critères d'une année sur l'autre. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça montre bien que on n'est pas à la recherche d'une vérité, on est à la recherche de compromis qui doivent être débattus de façon pas trop autoritaire si possible. Voilà. Et du coup, si vous êtes par exemple très efficace dans un certain type de relation collective et que vous aidez un peu tout le monde et que ce truc-là habituellement n'est pas rémunéré, un coup vous allez être tiré au sort et vous direz ça suffit quoi, c'est le critère qu'il faut prendre en compte pour. Et puis le coup d'après, l'autre dit oh non moi je suis d'accord mais moi voilà. Mais, donc il y a une négociation perpétuelle des critères et je suis plus un défenseur des processus de démocratie et de lutte contre le pouvoir qu'un croyant dans l'existence de solutions naturelles et véritables, parce que je crois qu'elles n'existent pas. Pour la retraite. Alors c'est une question qui a été assez agitée un peu avant la crise du coronavirus. Ça semble être un temps comme si on parlait d'un autre pays, dans une autre époque, et donc sur laquelle il y a beaucoup à dire. Alors,
mais je vais dire en 1 minute. Euh, un des aspects les plus choquants de la réforme des retraites a été proposé, et contre laquelle j'étais naturellement, vous en doutiez un peu. Un des aspects les plus choquants, c'est que c'était un allongement de la durée du travail. Un allongement de la durée du travail. Ce qui fait, alors c'était cette fois-ci un allongement de la durée au sens où on travaille plus longtemps en âge, d'accord? Mais c'était quand même un allongement de la durée du travail. Et je suis pour le partage du temps de travail. Donc c'était encore une réforme qui visait à mettre plus de travail sur les uns, alors que déjà il y a une accumulation du travail sur les uns, cependant que les autres en sont privés. Donc c'était une réforme qui accroissait cette inégalité entre l'accumulation du travail sur les uns qui vont jusqu'au burn-out et qui ensuite craquent, et la privation totale de travail pour les autres qui vont jusqu'à la déprime et qui craquent aussi puisqu'ils sont chômeurs longue durée. Et donc c'était encore de l'inégalité dans la répartition du temps de travail. Et donc je suis très choqué par ce genre de mesures puisque je suis favorable à un partage beaucoup plus important du temps de travail et donc à une réduction du temps de travail. Bon, une fois que j'ai dit ça, je suis favorable à une réduction massive du temps de travail. Dans le cadre de la réduction massive du temps de travail, je ne suis pas opposé à un allongement de la vie professionnelle dans le temps. Aujourd'hui, si les gens se battent à ce point-là pour leur retraite, c'est parce qu'ils sont dans des surcharges de travail très lourdes et qu'ils sont dans des métiers très hiérarchisés dans lesquels ils sont très malheureux. Et pour ces deux raisons-là, fait de leur métier qui leur plaisent pas, des hiérarchies qui subissent qui leur plaisent pas, et ils veulent fuir le monde du travail. Si vous prenez des modes de travail qui sont plus sympas et ou plus intéressants, les gens ils veulent pas prendre leur retraite. À l'université, personne ne veut prendre sa retraite. Les avocats, on a beaucoup parlé de la caisse spéciale des avocats. Ils voulaient pas être mis dans le tronc commun, vous savez pourquoi? Ils s'arrêtent jamais, les avocats. Ils continuent à 70 ans, 72 ans, 75 ans, ils sont encore avocats. Il faut les pousser dehors à coups de pied, parce qu'en fait, ils préfèrent exercer leur métier que d'aller pêcher à la ligne. Donc, si on organise le temps de travail de manière moins lourde, avec des métiers plus intéressants, avec des machins comme ça, on va pouvoir avoir un combat pour l'allongement de la durée du travail. Mais ça suppose de la durée de la vie professionnelle, je devrais dire. Une réduction, par exemple, si on prend un temps de travail de 16 heures par semaine, si en vieillissant, vous vous mettez à mi-temps et qu'il n'y a plus que 8 heures par semaine, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de continuer à travailler dans ces conditions-là. Surtout si c'est dans des boîtes un peu autogérées. Donc, dans ces conditions-là, et c'est pareil pour les plus jeunes. Actuellement, vous apercevez que les gens arrivent à trouver du boulot à 24, 25 ans et encore, et ça rame, ils sont encore en stage. Les gens travaillent de plus en plus tard et on les vire de plus en plus tôt. À 50 ans, on les vire. C'est une calamité, c'est une calamité. Je suis pour le partage du temps de travail aussi entre les générations et qu'on permette aux gens d'avoir leur autonomie financière plus tôt et qu'on permette aux gens de continuer à avoir une insertion sociale par le travail plus tard. Donc dans le monde actuel tel qu'il existe avec le surtravail, avec la hiérarchie, avec les choses comme ça, je suis évidemment contre l'allongement de la durée professionnelle, de la vie professionnelle. Faire travailler les jeunes, les vieux plus vieux, c'est dégueulasse. En revanche, dans un système de type de la mésarchie, dans lequel le temps de travail a été massivement réduit et dans lequel, du fait de l'autogestion en tendance, les tâches ont été aussi améliorées en qualité, parce qu'on s'aperçoit que dans les entreprises autogérées, ce qui change en pratique, c'est pas tellement la rémunération, c'est pas tellement la hiérarchie, elle demeure souvent. Ce qui change, c'est plutôt la qualité du travail. Il y a moins d'injures, de meilleures conditions de sécurité, parce que c'est en fonction, les gens votent pour ça, ils veulent vivre plus agréablement leur travail. Et donc c'est ce genre de choses qui peut aussi permettre ce genre de choses. Donc bref, évidemment une retraite en mésarchie. Il y a un moment où de toute façon vous êtes et donc il faut bien vous arrêter pour des raisons physiques. La vieillesse, c'est aussi un affaiblissement physique. Et donc bien sûr qu'il y a un moment auquel on s'arrête. Mais cet arrêt-là doit être indexé sur des capacités réduites. Et il y a certains métiers, évidemment, dans lesquels il y a des capacités physiques qui sont plus importantes et pour lesquels il faut que l'arrêt soit plus tôt.
Mais si quelqu'un qui a été maçon, par exemple, s'arrête à 50 ans et qu'ensuite il veut exercer un autre métier qui est un métier beaucoup plus doux physiquement, ben, pourquoi pas, vous voyez ce que je veux dire. Et le changement de métier est aussi quelque chose en faveur duquel je suis profondément, puisque c'est aussi un élément de la liberté de pouvoir changer de métier. Et donc le fait qu'il y ait une réduction massive du temps de travail, c'est aussi la possibilité d'avoir une formation tout au long de la vie, vraiment, et donc de changer de métier, d'avoir des capacités nouvelles qui se créent continuellement pour pouvoir changer de métier. Et donc je pense aussi que les métiers durs, ceux qu'on ne peut pas exercer longtemps, sont des métiers qu'on ne doit pas exercer trop longtemps, justement, et pour des raisons physiques aussi, pour des raisons de maintien de l'espérance de vie un peu équilibrée au sein de la population. Et donc, ça permet aussi d'envisager le travail sur une plus longue période de vie professionnelle. Voilà mon avis. J'ai répondu aux deux dernières questions, mais... Exactement. Et donc, du coup, il y a eu des questions qui se sont rajoutées. Il y avait des questions avant encore. Donc, je continue à te faire le. On Je a viens de jusqu'à voir quelle heure? je viens de voir flasher le dernier, je viens de voir flasher le dernier truc. C'est exactement ce que je pense, hein. C'est-à-dire que il y aura d'autant plus de changements de métier, qu'il y aura plus de réduction de temps de travail et qu'il y aura plus de possibilités de formation tout au long de la vie. C'est très clair. On a jusqu'à écart, c'est ça? Mise? Je Non, t'entends pas jusqu'à trop. 10 heures. Jusqu'à 10 heures. Ah, donc là, on a 12 minutes, c'est ça? Ok. Oui, c'est ça. Alors, du coup, dans les questions qui restaient, Emmanuel, il y a quelqu'un qui, mais tout au début, posait la question, pourquoi autant de choses fondantes, monnaie, propriété en misarchie? Donc ça, c'était par rapport à une enfin, des premières choses que tu as abordées. Il y a une personne qui voulait avoir plus d'informations par rapport à ce que tu disais sur le Bitcoin, c'est-à-dire que il dit pourquoi dire que le Bitcoin est un danger pour la transparence des transactions? Il me semblait que c'était en réalité le contraire, permettant une transparence complète. Et enfin, il y a quelqu'un qui avait plusieurs remarques sur ce que tu disais sur la notion de valeur qui soit liée, enfin, rémunération et valeur. Donc cette personne disait si c'était et si c'était la communauté des travailleurs qui décidait justement de la valeur dans leur milieu du travail, voilà. Est-ce que moi je lis en diagonale, voilà. Donc en fait cette personne a fait trois commentaires disant qui allaient dans ton sens, disant que ce serait intéressant que les choses soient débattues de manière démocratique pour ne pas avoir de pouvoir décisionnaire enfin, autoritaire. Ouais. Donc, voilà. C'est les trois qui me restaient. Merci, merci, merci. Communauté de travailleurs qui décide de la rémunération, je vais prendre en désordre comme d'hab. La communauté de travailleurs qui décide de la rémunération, c'est d'autant plus facile qu'on est dans un mode d'autogestion. Donc, si on est dans une autogestion, automatiquement, c'est la communauté des travailleurs qui décide de la grille de rémunération. Et à eux de faire caler cette rémunération à leur valeur personnelle, c'est-à-dire à ce qu'ils considèrent comme un travail devant être valorisé. Alors, ce sera certainement pas d'une communauté de travailleurs à l'autre les mêmes choix qui seront faits. Et c'est très bien, c'est le côté démocratique qui me plaît. Et attention, ça ne résout pas mon problème d'injustice, puisque chaque communauté de travailleurs, même dans un système où tout le monde est autogéré, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, mais passons, dans un système où tout le monde est autogéré, chaque communauté de travailleurs répartit la manne financière qui est la sienne. Et il se peut que vous ayez une communauté de travailleurs qui bossent dans la maçonnerie et une communauté de travailleurs qui bossent dans la boucherie, et que pour des raisons conjoncturelles, la boucherie ça marche bien, ça rapporte gros, et que la maçonnerie ça rapporte rien. Et du coup, les maçons vont se répartir selon leurs critères autogérés une très petite somme d'argent, et finalement à la fin ils ne seront pas très bien payés. Alors que les bouchers, alors là, seraient très bien payés. Évidemment, c'est pas du tout ce qu'on souhaite dans une société plus écologique. L'exemple du boucher, enfin bon, passons. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, le résultat, c'est que ça suffit pas à faire régner la justice. Vous avez toujours des éléments de marché qui viennent poser problème. Mais ceci dit, oui, donner plus d'importance à la libération des travailleurs et de l'extension de la démocratie à la sphère de l'entreprise. Pourquoi est-ce que tout est fondant dans mon système? Enfin, toutes les propriétés sont. Il y a un principe dans lequel toutes les propriétés sont fondantes. C'est parce que la richesse va à la richesse. Nous sommes dans la propriété est un moyen
d'obtenir de la propriété. Plus vous êtes riche, plus c'est facile de vous enrichir. C'est ce qui explique cet effet boule de neige, les fascinantes inégalités patrimoniales qui existent dans nos sociétés. Parce que l'argent produit de l'argent. Alors ça, c'est une tendance très, très forte de l'argent. Il faut la contrebalancer. Sinon, ça produit ces inégalités patrimoniales qu'on connaît actuellement. Et pour le contrebalancer, eh bien, il faut que parallèlement, la propriété perde de la valeur. Pardon. Il faut que la propriété perde de la valeur. Et pour que la propriété perde de la valeur, il faut qu'elle soit fondante. Alors, pour qu'elle soit fondante, c'est pas très compliqué. Par exemple, vous avez les propriétés immobilières comme elles sont des droits viagers. Elles perdent de la valeur au fur et à mesure que vous gagnez en âge. Plus vous êtes vieux, plus votre espérance de vie est faible et moins votre droit de propriété viager a de valeur. Donc, ça se fait comme ça. Il suffit de faire un petit taux d'intérêt négatif sur les comptes bancaires et vous avez une monnaie qui est fondante. Et comme ça, et quant à ma golden share propriété des entreprises, elle est fondante en ce sens que toutes les entreprises tendent de l'autogestion. Donc voilà comment. J'ai vu le ruissellement passer. Le ruissellement, on donne beaucoup aux riches en espérant que comme ça les pauvres finiront par en bénéficier. Peut-être qu'ils en bénéficieront indirectement de façon lointaine un petit peu, mais dans un premier temps, ceux qui en bénéficient, c'est les riches. Hein. C'est un système, enfin je ne crois pas du tout au ruissellement. C'est un système qui génère la richesse d'esclaves qui sont esclaves. C'est épouvantable, c'est passant. Je ne devrais pas les choper comme ça, parce que quand je les chope comme ça, il faut que je laisse Gaël faire son filtre, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis le Bitcoin, comment dire, tous les échanges sont automatiquement notés, intégrés, transparents. Mais pas les personnes qui échangent. C'est-à-dire que vous avez des bitcoins, vous payez avec des bitcoins, c'est pas comme une carte bancaire. La carte bancaire, elle donne votre nom. Quand vous payez avec des bitcoins, vous donnez pas votre nom. C'est donc une crypto-monnaie. Et d'ailleurs, c'est la monnaie des mafias et c'est la monnaie de toute une partie du banditisme. Pour le handicap, je le chope au passage, je viens de le voir. Bien sûr, les personnes qui sont en situation de handicap doivent recevoir un revenu de base suffisamment important, d'autant plus important d'ailleurs que leur handicap est généralement un handicap coûteux. Et donc, il convient qu'ils aient des revenus qui soient corrects, parce que le handicap, ça coûte aussi. Donc, évidemment, hein, on ne va pas priver les personnes handicapées de revenus. Une personne qui est dans la capacité de travailler trouvera toujours... enfin, il faudra que la solidarité fonctionne, naturellement. Comme on a parlé du handicap, il y a aussi quelqu'un qui faisait le lien, enfin qui a posé la question du handicap plus haut et également du système maladie. Quel est le système de santé Alors, en hiérarchie? J'aime bien la Sécu. Hein, le système de sécurité sociale, je trouve ça pas mal. Ça me plaît beaucoup. Donc, alors, je dirais que la base, c'est ça. On a un système de sécurité sociale qui permet d'avoir une gratuité des soins, laquelle me semble quelque chose de très important dans les sociétés. Voilà. Donc, j'aimerais bien le conserver. Je m'excuse d'être conservateur. Ça m'arrive, mais de façon très, très occasionnelle. Donc, j'aimerais bien conserver une bonne sécurité sociale. Une bonne sécurité sociale. Je trouve que ce serait bien. Et quant à l'organisation des hôpitaux, l'organisation des médecins, il faut la grande question, c'est le mode de financement. C'est-à-dire que l'argent qui a été collecté, on le comprend bien,
pour faire une sécurité sociale, ensuite, il faut le répartir. Et comment est-ce qu'on le répartit entre les différents hôpitaux, entre les différents médecins et tout ça? Et alors, ça, c'est une discussion qui devient très vite technique. La médecine de ville, est-ce que c'est 30 € la consultation? Et est-ce qu'on fait l'hôpital public, enfin l'hôpital, est-ce que c'est seulement un paiement à l'acte? Ou est-ce que, alors ça c'est dangereux à certains égards, est-ce qu'il faut qu'il y ait une rémunération pérenne, indépendante des actes automatiques en échange d'une ouverture au public pour certains établissements? Je pense que oui. Bon, après, comment est-ce qu'on répartit cette manne-là? De très nombreuses questions sont posées, mais je pense pas que je pense pas avoir beaucoup d'originalité dans ces problématiques-là. C'est-à-dire que je pense que ce sont des questions qui sont posées. Certains défendent certains modes de fonctionnement de cette répartition et certaines limitations de la sécurité sociale. Alors moi, je suis plutôt pour une sécurité sociale universelle et je suis pas favorable. Donc vous voyez de quel côté je vais être, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai rien de très original là-dessus. Je suis pour une sécurité sociale qui fonctionne bien, quoi. Et, et avec un financement qui serait un peu mieux organisé que le financement qu'on a aujourd'hui, qui est assez chaotique, à mon avis. Mais voilà, quoi. Je ne pense pas apporter une plus-value formidable sur ces questions-là, puisque ce sont des questions qui ont été assez bien travaillées. Et puis, il y a eu la sécurité sociale, qui est une chose fantastique, quoi. J'adore. Gardons-le, maintenant ça, voilà. Je crois que c'était la dernière question. J'espère que je n'ai oublié personne. Si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. Il y en a une sur la monnaie. Ah, je l'ai raté. Tu l'as là? Est-ce que la monnaie en Misarchie est en lien avec un élément concret, comme au début il y avait de l'or? Non, Et puis, non, il n'y a pas de lien. Ok. C'est-à-dire non, qu'elle non. sort d'où? Elle est créée comment? Alors, je préfère une monnaie fiduciaire. Pourquoi je préfère une monnaie fiduciaire? Ça laisse plus de. Alors ça suppose évidemment d'avoir une monnaie suffisamment forte et qu'on lui fasse suffisamment confiance pour qu'elle parte pas en hyperinflation. Bon, ok. Mais c'est crédible. Aujourd'hui, les systèmes en hyperinflation, il n'y en a pas tant que ça finalement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, évidemment, avec la monnaie. Il faut éviter l'hyperinflation, qui est une horreur. Mais sous cette réserve-là, je préfère les monnaies fiduciaires qui laissent la possibilité de créer de la monnaie très facilement. Et alors, il faut cette création de monnaie donc par le crédit. Enfin, je vous refais pas tout le truc, hein, est quelque chose qui est euh, assez intéressant pour le fonctionnement d'une société. Et en plus, je suis favorable à un petit taux d'inflation. S'il peut y avoir un 7-8% d'inflation, je trouve que c'est bien, moi. Parce que ça permet une décroissance des dettes et ça permet c'est une monnaie fondante quand il y a un taux d'inflation de 8%, vous voyez. C'est une monnaie qui fond, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Et la dette qui a été faite par l'ESA, ben, elle perd elle aussi en intensité, c'est pas mal, ça permet aux créanciers d'être un petit peu moins puissants. Un peu d'inflation, c'est pas mal. Et si on s'autorise un peu d'inflation, on s'autorise un peu de création monétaire. Et si on s'autorise un peu de création monétaire, eh bien c'est drôlement facile parce que ça simplifie le financement d'un certain nombre de biens communs. Ou ça favorise le crédit, qui est aussi un moyen de dynamiser une économie. Donc voilà. Il y a une banque centrale qui est chargée donc de cette politique monétaire. Cette banque centrale est aux antipodes de l'indépendance, c'est-à-dire que c'est pas une banque centrale comme la Banque centrale européenne. Je ne pense pas qu'il faut confier ça à des technocrates détachés, voire des utilisateurs de la monnaie, donc du peuple. Je pense qu'au contraire, cette banque centrale doit être étroitement, politiquement contrôlée. Et ce contrôle politique a été refusé en Europe. Et on a mis la Banque centrale comme organisme indépendant sur le modèle allemand par peur de l'inflation, historiquement. On avait peur de l'inflation et on se disait que le peuple voudrait de la création de monnaie parce qu'il a envie de sous, il a aussi envie d'un peu d'inflation. Et donc on s'est dit il faut vraiment détacher ça absolument du contrôle populaire pour briser l'inflation. Et ça a très bien marché. On est presque en déflation, c'est-à-dire qu'on limite les prix baissent.
c'est une calamité. Je préfère un peu d'inflation et je préfère aussi le contrôle démocratique de toutes les sources importantes de pouvoir. Et le choix d'une politique monétaire, c'est une source importante de pouvoir. Wow. Il y a deux questions Bon, qui se sont rajoutées et du coup, j'ai cru qu'on allait finir maintenant. Je l'ai dit quand même, malgré qu'on soit un peu juste en niveau temps. J'y vais. Oui, Deux questions. moi, je Bah, suis, arrêtez d'écrire des questions, hein, je peux plus gérer je après. ne suis, non, je ne suis pas le maître des horloges, hein, donc moi, je D'accord. m'arrête Ah, quand on ça me va, c'est pas dit, mon quand rôle non plus on me aujourd'hui. fait comme ça et je la boucle. D'accord. vas-y, Yael, Donc, il y vas-y. a quelqu'un qui demande pourquoi tu es contre les cartes d'identité et quelqu'un qui demande quid de ceux qui ne veulent que profiter de la société, par exemple, qui ne veulent pas travailler, même s'ils le peuvent. Eh bien, alors, les, dans quel sens je le prends? En général, j'ai tendance à répondre et il y a les cartes d'identité et ceux qui ne veulent pas travailler. Bon, dans un système de plein emploi, dans un système de plein emploi, mais vraiment, c'est une condition essentielle, hein, pas dans un système où il y a un énorme chômage, dans un système de plein emploi, où on recherche du travail, où il y a du boulot, et où on a besoin de travail, et quand vous cherchez du travail, vous arrivez dans un équivalent Pôle emploi, et alors là, on vous en propose tout de suite 12 de boulot, parce qu'on cherche des gens pour bosser. Parce qu'on a eu une réduction importante du temps de travail, donc il y a des gens qui cherchent des gens pour travailler. Dans ce système-là, il me semble qu'on peut, dans ce système-là, on peut probablement se passer d'un système comme le RSA. C'est là que je deviens brutal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans ce système-là, euh, finalement, tout le monde est obligé de bosser, hein. Donc, le tir au flanc, alors on va quand même trouver, il y a plein de moyens détournés, on va pas le laisser mourir de faim, on n'est pas des chiens quand même. Bon. On va s'arranger pour qu'il y ait des biens subventionnés qui lui permettront de bouffer, qui lui permettront de se loger. Mais il va quand même être sérieusement dans la merde. Et donc, il sera incité à travailler. Ça me semble pas injuste. Je suis pour le partage du travail. Et dans les deux sens, hein, que tout le monde ait le droit d'en avoir, mais allez-y, tout le monde en fait un peu aussi. Oh, c'est pas hyper marrant. Il y a plein de tâches qui sont drôles et on peut se les partager aussi, hein. Donc, s'il y a des trucs qui sont pas marrants à faire, eh bien, il convient de les diviser au maximum et que tout le monde en fasse un peu parce que c'est chiant, voilà. Et donc pousser au travail le tir au flanc ne me choque pas. Je suis pas si gentil que ça finalement. Euh, et les cartes d'identité. Il y en avait pas. Il y en avait pas les cartes d'identité. C'est une invention du 19e siècle. C'est une invention du contrôle des populations. C'est une invention récente les cartes d'identité. C'est tout à fait lié à l'idée de nationalité. C'est tout à fait lié à l'idée de contrôle des frontières. C'est tout à fait lié à des trucs que j'aime pas. La nationalité, je préférerais que ce soit juste quelque chose qui amuse les gens, mais qui ait aucun contenu juridique. C'est-à-dire, si les gens ont envie de se dire français, qu'ils se disent français, mais que ça ne soit pas de droit. Et comme ça, vous faites ce que vous voulez, vous vous dites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche de vos goûts et de vos préférences. Et est-ce que vous préférez le fromage plutôt que la paella? Enfin, débrouillez-vous, quoi. Et vous voulez vous dire de tel pays, de tel autre pays, c'est pas mon problème en tant que juriste. Donc, la nationalité juridique, je suis favorable à sa suppression. Les frontières, je suis favorable à leur ouverture. Les cartes d'identité, du coup, franchement, elles n'ont qu'à disparaître. Ce qui ne veut pas, alors, le nom, bah, comme ça, les gens changent complètement de nom. En revanche, transparence des flux financiers. Donc, vous n'avez qu'un seul compte bancaire et on va vous retrouver. C'est-à-dire que vous avez une identité financière. C'est pas forcément un nom, c'est pas forcément, c'est encore moins une nationalité. Mais vous avez une identité financière qui fait que vos dépenses et vos il y a un endroit où on le connaît. Et donc de ce point de vue-là, il y a quand même une identité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même vous n'êtes pas un X totalement planqué. Vous êtes aussi quelqu'un dont on sait qu'il a des achats, des dépenses, des accumulations.
et qui de ce fait-là peut être tracé et peut être contrôlé. Donc j'ai pas supprimé le contrôle, mais je pense que le T-papier est quelque chose d'inutile. Voilà. En revanche, si on a quelqu'un qui commet, qui est délinquant, bon ben, il conviendra de pouvoir l'attraper. Et ça n'a rien à voir avec le contrôle d'identité, qui est souvent un contrôle de nationalité d'ailleurs, qui vise à essayer de virer des gens, des choses comme ça. Donc, non, à partir du moment où on a supprimé la nation et qu'on a supprimé et qu'on a ouvert les frontières, l'utilité de la carte d'identité perd beaucoup de son sens. Bon, après, s'il y a des pays dans lesquels on veut voyager qui demandent des passeports, on filera des passeports. Il faut bien, si les gens, voilà, si pour aller dans des pays capitalistes, on a besoin de passeports, eh ben très bien, on filera, tout le monde aura droit à 2 ou 3 passeports pour pouvoir se promener, quoi. Il y a encore 2 questions. On va jamais y arriver. Et il y en a une sur J'espère la bien que c'est sans fin, rémunération des... j'espère bien. Vous n'avez pas vu le signe universel pour c'est l'heure de la pause et de se dégourdir Non, les jambes? Ah, mais je Bon, sais d'accord, pas, non, il n'est pas très universel, je suis d'accord. non, je l'ai pas non, vu. j'ai noté qu'il y avait le ta gueule, tu te tais, et c'est ça Bon bah écoute, je sais pas comment on va pouvoir y répondre. Peut-être qu'il faudrait du Après, coup monter un forum, quelque chose peut-être. pour des Parce que là, c'est questions-réponses vrai qu'à parce que chaque là fois, on les va pas questions y sont arriver. intéressantes. C'est Ouais, qu'il y a bah une ouais. question sur les parents au foyer, les proches aidants. Donc, c'est des gens, quand tu parlais du travail, on doit, enfin, faut aller travailler. Et c'est vrai que quand tu es parent au foyer, tu as un travail, mais c'est juste que c'est pas au sens dont on l'entend. Et il y a une question sur Mhm. les drogues. Est-ce qu'on légalise les drogues en Misarchie? Ouais. Je trouvais ça amusant. Mais oui, si après, je sais pas, Mise, si tu veux qu'on aille faire la pause, comment on gère, quoi. Sinon, je réponds en 15 secondes et on arrête si tu veux, Mise. Allez, C'est faisons bon, C'est ça. allons-y. c'est toi qui es maîtresse des horloges. C'est ingrat comme rôle, mais c'est absolument nécessaire. Et donc, tu as Il notre te reste plein et 5 entier secondes. soutien et notre affection dans l'exercice de ton pouvoir plénipotentiaire de changer d'une session à l'autre. C'est Là, faut important savoir comme ce que j'ai. fonction. À toi, Émilie. Ça nous intéresse Je pas. suis favorable à la libéralisation des drogues parce que j'ai peur des mafias. Voilà, c'est comme pour quand il y avait la prohibition de l'alcool. C'était Chicago. Maintenant, on a la prohibition des drogues, ce qui fait qu'il y a des milliards qui sont mis entre les mains d'univers mafieux extrêmement dangereux et déstabilisateurs. Et ça crée des violences qui sont vraiment fatigantes, quoi. Alors, interdire en multipliant la police pour réprimer, c'est beaucoup trop compliqué. Pour moi, je préfère autoriser et puis prévenir. Alors évidemment, avoir toutes sortes de soins, des actions de prévention, d'essayer d'éviter que. Mais je préfère qu'on aille acheter les drogues dans des bureaux de tabac avec des informations qui sont données sur les dangers des drogues, plutôt qu'on aille se servir dans des endroits mafieux avec des flingues qui traînent partout. Donc oui, je suis pour la libéralisation des drogues absolument. Et c'était quoi l'autre à laquelle je dois répondre en une seconde? C'était les parents au euh, foyer et les Ah aides-soignants. oui, Est-ce euh, qu'on... je suis pour le partage du temps libre aussi. Et pour le partage, alors quand je dis temps de travail, comprenez-moi bien, ce n'est pas le temps de travail au sens le temps de l'activité. Il existe de très nombreuses activités qui ne sont pas rémunérées. D'ailleurs, toutes les activités peuvent être soit rémunérées, soit non rémunérées. Il y a très peu d'activités qui sont par nature un travail rémunéré et qui par nature serait un travail gratuit. Vous regarderez par exemple le soin aux personnes, ça peut être un travail payé ou pas, l'enseignement, ça peut être payé ou pas, toutes les activités peuvent être payées ou pas, il n'y a pas de nature des activités. Simplement, certaines activités sont payées et d'autres ne le sont pas. Je suis favorable à un partage du temps rémunéré, c'est-à-dire que tout le monde ait une part de son temps qui soit rémunéré. Et je suis favorable aussi à une part de temps qui soit un temps non rémunéré ou dans lequel on a des activités. Donc, par exemple, quelqu'un qui à plein temps proche aidant ou à plein temps s'occupe de ses enfants, ou je trouve que c'est pas bon. Je préférerais qu'il y ait une partie de son temps qui soit rémunérée et une partie de son temps qui soit une partie d'aide non rémunérée. Donc, il faudrait que cette personne puisse trouver de l'assistance dans son travail de soins pour avoir une partie de son temps dans laquelle elle aura une activité rémunérée. Je suis favorable à que tout le monde ait des activités rémunérées et des activités non rémunérées. Sinon, cette personne-là se retrouve dans une situation
qui est toujours une situation de fragilité, de dépendance, de non-accès au pouvoir économique, d'exclusion, et donc ça, c'est pas bon. Donc, un proche aidant, c'est une tâche considérable. Je préférais qu'une partie de cette tâche-là soit réalisée par quelqu'un qui est rémunéré pour le faire, et que cette personne, le proche en question, exerce une partie de son temps non rémunéré, évidemment, à aider, c'est extrêmement précieux, mais qu'elle ait aussi une autre partie de son temps qui relève d'un emploi rémunéré. Donc, tout le monde des emplois rémunérés, tout le monde des activités du temps libre, je trouve que c'est plus juste que d'accumuler certaines activités du temps libre sur les uns et d'accumuler certaines activités rémunérées sur les autres. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci Merci à toi. Emmanuel, merci Yael, merci à tous pour vos questions. On se retrouve à 10h20 pour la place de marché. À tout de suite. Merci.